Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale. À l'image des autres écoles de la capitale, nous sommes aujourd'hui dans une école de la commune de Ratouma, plus précisément la salle Waria, dans la zone de Symphonia, pour voir la qualité de cours donnés par les enseignants de cette grande école. Alors, chers téléspectateurs, je sais que vous allez trouver du plaisir en compagnie de cette grande émission. Suivez. Les cours quand même se passent très bien ici depuis le début de l'année. Les parents d'élèves, à savoir le bureau de l'APAE, les parents d'élèves, la direction fondatrice du groupe scolaire Salvaria, a pris toutes les dispositions pour le bon déroulement des cours. Notre capital, c'est la confiance des parents. Nous sommes en bon terme avec les parents. Nous comptons travailler comme il faut pour que les enfants reçoivent des cours, et des bons cours, afin qu'ils puissent vraiment être prêts à affronter les différents examens et à faire très bien les évaluations finaux à la fin de l'année. Après le pain, l'instruction est le premier besoin de l'homme. On ne rougit jamais de savoir, on rougit de ne pas savoir. Par savoir vient avoir, et l'ignorance mène toujours à la servitude. Plutôt que d'être à la merci de la servitude, nous voulons être au service de la nation. Voilà notre raison d'être ici. Bien, après 3 mois et demi de cours, nous nous estimons heureux par rapport à ce qui est fait, qui devrait l'être, puisque nous travaillons selon une progression annuelle. Maintenant, quant au recrutement du personnel ici au groupe scolaire Salwaria, ça se passe de façon rigoureuse. Les professeurs qu'on a de nos jours, je peux dire qu'on n'a pas envié une école par rapport à la compétence des professeurs. Bien évidemment, compétence égale à connaissance, plus expérience. Et Dieu sait que nous regorgeons de plusieurs. L'enfant, il apprend en jouant et il joue en apprenant. Donc le tout ne se limite pas en classe. À travers la ville de Conakry et un peu partout à travers le pays, nos enfants participent à beaucoup de concours. Illustration, nous avions un enfant ici, il a été 2e au palais lors d'un concours fouille de dictionnaire. Donc c'est beaucoup de situations comme ça. Le souci que nous avons souvent, c'est celui de former nos enfants. Il est difficile d'envisager une formation, car le rebut, il ne faut pas en chercher en matière de pédagogie. Sinon, juste maintenant, tel que ça s'ébauche, tel que ça se fait, tel que ça s'achemine, eh bien, on est en droit d'attendre des résultats probants. Les parents d'élèves sont déjà suffisamment attentifs à ce qui se passe à l'école. J'en suis témoin, puisque j'y ai passé toute ma vie. C'est donc dire une chose essentielle, et puisque en dépit du fait qu'on ne peut pas mettre au monde un élève, on met au monde un enfant. L'élève, on le devient, et ça par la dextérité et la sagesse du maître. Je suis actuellement à près de 27% de progression. Bon, j'ai fait d'abord 2 chapitres en numérique et je suis sur mon 2e chapitre de la géométrie. Allons-y, B égale, donnez-moi l'expression B. B égale 3 racines de 96 plus la racine de 150 moins la racine de 726. Alors, nous voulons écrire cette expression plus simplement. Nous prenons d'abord 96. On va le décomposer en un produit de facteur premier. Alors, qui va m'aider à décomposer 96 en un produit de facteur premier? Oui, allons-y.
On divise 96 par 2. Oui. On prend un chiffre. On essaie 4 fois, oui. 4 fois 2, 8, oui. Est égal à 1, oui. On abaisse le chiffre suivant qui est 6, oui. On essaie 8 fois, oui. 8 fois 2, 16. 16 ôté de 16, 0. 48, oui. On le divise encore par 2. À chaque fois qu'on peut diviser par 2, on le divise, hein. Et on vous a donné la règle. Pour reconnaître qu'un nombre est divisible par 2, il faut que ce nombre soit terminé par 0, 2, 4, 6 ou 8. Alors, on continue, oui. On essaie 6 fois. 6 fois 2, 12. Ça reste 0, oui. 6 aussi, on le divise par 2, oui. On essaie 3 fois. Oui. 6 ôté de 6, 0. Et 3, on va le diviser par lui-même, parce que 3 est un nombre premier. Voilà. On essaie une fois. Oui. 3 ôté de 3, 0. Donc, on aura finalement... Alors, 96 égale à combien? Par décomposition, on aura... Pardon. 96 égale... J'ai ici 2 fois 2. Ça fait 4. N'est-ce pas? 2 fois 2 encore, ça fait 4. D'accord? 4 fois 4, 16. 16 est un carré parfait. Donc, on peut écrire ici 16 fois. Maintenant, il va me rester 2 fois 3. 2 fois 3, 6. Oh, 6 n'est pas un carré parfait. Donc, 96 est égal à 16 fois 6. Je viens ici, j'écris B égale à 3 racine de 16 fois 6. C'est compris? Oui. On continue avec 150. La racine de 150, on va la décomposer. Racine de 25 fois 6. Donc 150 est égal à 25 fois 6. C'est bon? Qui n'a pas compris? On peut continuer? Oui. Alors plus ou bien moins la racine de 726. Alors comme c'est un grand nombre, on va essayer de décomposer. Qui va me décomposer 726? 726 en un produit de facteur premier. Mademoiselle, allons-y. 726, je le divise par combien d'abord? Par 2, merci. Oui. On prend un chiffre, oui. On abaisse le chiffre suivant qui est 2, oui. On essaie 6 fois, oui. Oui. 0, merci. Bravo. Oui. Merci. On peut dire que 726 est égal à 121 fois 6. Bravo. Donc je viens, j'écris ici à sa place 121 fois 6. C'est compris? Oui. Alors, la règle qu'on avait vue, la grande racine de A fois B est égale à quoi? Oui, ça me donne? Oui. Égale à la racine de A fois la racine de B. Alors, on va appliquer cette propriété. On aura B égale à 3 fois la racine de 16 fois la racine de 6 plus la racine de 25 fois la racine de 6 moins la racine de 121 fois la racine de 6. Bravo. La racine de 16. Ça donne 4. Donc, on fait 4 fois 3. 4 fois 3 égale à 12. Donc, on aura 12 racines de 6. C'est bon? Oui. Plus la racine de 25, c'est 5. On aura 5 racines de 6. Moins la racine de 121, c'est 11. On aura 11 racines de 6. Et en ce moment, on a combien de termes maintenant? Oui? On a 3 termes. Est-ce qu'il y a un facteur commun? Oui. Quel est le facteur commun? Oui. C'est racine de 6. Alors, on va mettre racine de 6 en évidence. Alors, comme c'est avec les racines carrées, on met d'abord le facteur. Ce qui n'est pas souligné, on écrit ça dans les parenthèses. Le premier nombre qui n'est pas souligné, c'est 12. Après, plus 5, moins 11, fois la racine de 6.
Alors ici, 12 a le signe plus, 5 a le signe plus. J'additionne les deux. J'ai 12 plus 5, ça fait 17. 17 moins 11, ça reste 6. Donc B est égal à 6 racines de 6. Nous venons d'écrire B le plus simplement possible. Alors, prenons maintenant C. Donnez-moi l'expression de C. C égale, oui, la racine de 28 moins la racine de 63 plus la racine de 175. Alors, si vous maîtrisez très bien vos tables de multiplication à l'école primaire, vous n'aviez pas souvent besoin de faire la décomposition en produits de facteurs premiers. C'est compris? Par exemple, quand je prends 28, dans la table de multiplication, 28 est égal à combien? 7 fois 4. Or, 4 est un carré parfait. Au lieu de décomposer, vous écrivez tout simplement C est égal à la racine de 4 fois la racine de 7. Moins, vous prenez aussi 63. 63 dans la table de multiplication. 63 nous donne, oui, 9 fois 7. Et remarquez quelque chose. La plupart des fois dans ces genres d'écriture, vous allez voir que le carré, le nombre qui est ici, c'est-à-dire celui qui n'est pas un carré parfait, dans la plupart des fois se répète dans les termes. C'est compris? Vous avez vu, on a eu 7 ici. Si on décompose ici très bien, la plupart des fois, on vous trouvera aussi 7, qui n'est pas un carré parfait. Donc, 63, je vais écrire la racine de 9 fois la racine de 7. C'est compris? Plus 75 aussi, je vais décomposer. Regardez, on va avoir 7 ici. Quand je divise 175 par 7, ça va me donner combien? 25. Donc, on aura la racine de 25 fois la racine de 7. C'est compris? Et en ce moment, vous avez vu, les carrés parfaits sont sur leur radical. Ceux qui ne sont pas des carrés parfaits appartiennent aussi à un autre radical. Là, maintenant, on va extraire toujours. On aura toujours 2 racines de 7 moins 3 racines de 7 plus 5 racines de 7. Et comme l'autre, on va mettre la racine de 7 en évidence. 2 moins 3 plus 5 fois la racine de 7. C'est bon? Alors, 2 moins 3. Ou bien d'abord, vous pouvez additionner ceux qui ont le même signe. 2 a le signe plus. 5 a le signe plus. 2 plus 5, ça fait 7. 7, j'enlève 3 dedans, ça va rester 4. Alors, c'est égal à 4 racine de 7. Et vous arrêtez là. Vous ne devez pas chercher à extraire la racine de 7. Je sais que avec cette décomposition, les élèves ont dû comprendre très bien la simplification des racines carrées. Et je crois bien, s'ils ont des questions à poser, ils pourront poser. Et après, moi, je vais vous poser quelques questions qui sont liées, par exemple, à la factorisation. Et quels sont les... Bon, moi, je peux débuter. Alors, bien. Alors, quels sont les critères qui sont liés à la factorisation des racines carrées? On a vu les méthodes de la factorisation. Les méthodes de la factorisation, n'est-ce pas? Première méthode pour factoriser. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On identifie le facteur commun dans les termes. Mais avant de faire une bonne factorisation, on doit d'abord se poser la première question. Dans cette expression à factoriser, on se demande on a combien de termes, n'est-ce pas? On cherche le nombre de termes. D'accord? Et on se pose la question, est-ce que dans les termes, il y a un facteur commun? C'est-à-dire un élément qui se trouve dans les termes, dans tous les termes à la fois. N'est-ce pas? S'il y a un terme commun, ou bien s'il y a un facteur commun, on le met en évidence. Maintenant, s'il n'y a pas de facteur commun, on fait maintenant appel aux identités remarquables, qu'on appelle souvent les produits usuels, n'est-ce pas? Et ces produits usuels, on en a vu combien? On a vu 3, n'est-ce pas? Maintenant, la deuxième méthode, la méthode qui vous fatigue souvent avec les racines carrées, supposons qu'on vous donne cette expression-là. X au carré moins 2. Vous voyez? Dans le premier chapitre, on nous a dit que 2 n'est pas un carré. 2 n'est pas un carré parfait. N'est-ce pas? Donc, on a dit que
il n'y a pas un homme qui multiplie par lui-même donne 2. Ça, c'était dans le premier chapitre. Mais dans les racines carrées, on peut transformer 2 en un carré parfait. Hein? Notre propriété, on se souvient qu'on avait dit, hein, la racine de A au carré est égale à A. Parce que ici, le radical peut se simplifier avec le carré, n'est-ce pas? Alors, c'est la même chose qu'on va faire ici. On va transformer 2 en un carré parfait. Alors, ça va nous donner quoi? Oui. A sera égal à x au carré moins la racine de 2 au carré, n'est-ce pas? Alors, avec les deux termes, le premier là, on peut l'appeler A au carré. Celui-là, on peut l'appeler B au carré. Donc, on a la forme A carré moins B carré. Ça nous donne quoi? A carré moins B carré. C'est ce qu'elle a. Égal à A moins B facteur de A plus B. Ou bien A plus B facteur de A moins B. X plus la racine de 2. Bien compris. Aujourd'hui, nous sommes sur la leçon intitulée Les vestiges préhistoriques en Guinée et en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est le titre de la leçon du jour. Pour parler de l'importance de ce cours, les vestiges préhistoriques en Guinée, je pense qu'il faut rappeler que cette leçon est une suite logique du programme d'histoire niveau 7e année. Nous avons depuis le début parlé ici de l'histoire et de la préhistoire. Pour ne pas trop revenir en arrière, nous allons tout simplement parler ici de la notion de la préhistoire. Nous avons dit que la préhistoire est une longue période qui a précédé l'apparition de l'homme sur Terre jusqu'à l'invention de l'écriture. Et dans cette leçon, l'objectif c'était quoi? C'était juste dire qu'avant l'histoire, il y avait une période appelée la préhistoire. Déjà, la préhistoire est composée de 2 mots. Pré, ça veut dire avant, et histoire, dont vous connaissez déjà la définition. L'histoire, c'est l'étude du passé des hommes. Maintenant, les vestiges préhistoriques. C'est cette leçon-là qui nous parle de comment vivaient les hommes préhistoriques en Afrique. Donc, les vestiges, ce sont les traces. Imaginez tout de suite là. Quand je viens ici sur cette table, je prends mon petit déjeuner avec un pain. Lorsque je vais sortir, un autre professeur, quand il vient, il va trouver ici ce qu'on appelle les traces de ce que je viens de manger tout de suite, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on appelle les vestiges. Les vestiges, ce sont les traces des hommes préhistoriques. Maintenant, pour parler de ces traces, nous allons revenir ici en Guinée. Parce que la Guinée est un pays de l'Afrique qui a connu aussi la préhistoire. Donc, ça serait bête de ne pas dire à la génération future que la Guinée aussi a connu ce qu'on appelle des vestiges, a connu ce qu'on appelle la vue des hommes de la préhistoire sur notre territoire. Donc, la question que je veux poser aux uns et des autres, la Guinée, notre pays, selon vous, pendant la période de la préhistoire, est-ce que nous aussi, nous les Guinéens, nos ancêtres, est-ce qu'ils ont laissé des traces qui nous prouvent aujourd'hui qu'ils ont existé ici, dans le passé? Oui, un élève. En Basse-Guinée. En Basse-Guinée, plus précisément. À Ratoma. Dans la commune de Ratoma. Est-ce que tu connais le nom de cet endroit-là? La grotte de Kakimbo. La grotte de Kakimbo. Merci. Applaudissez pour elle. Évidemment, il faut rappeler que nous, à Ouaréa, ici, lorsqu'on parle d'excursion, il ne s'agit pas d'aller ici dans des plages ou aller faire la fête ailleurs. Donc, nous avons été ici visiter les grottes ici de Kakimbo. Et au niveau de ces grottes, nous avons évidemment vu ici les traces laissées par les hommes préhistoriques. Mais comme nous n'avons pas pu faire ici le tour de la Guinée, de façon théorique, est-ce que notre élève peut me citer ici un site touristique aujourd'hui, un site où on peut retrouver les traces des hommes préhistoriques? Mais je veux un endroit qui ne soit pas
un endroit de la Basse-Guinée. Nous allons prendre par exemple la Moyenne-Guinée. Est-ce que la Moyenne-Guinée a des sites préhistoriques? Là, je veux un garçon pour créer l'équilibre. Oui, toi. Ils ont laissé des traces. Des traces, Oui. n'est-ce pas? Oui. Donc, donne-moi le nom d'un endroit où les hommes préhistoriques ont laissé des traces. Le grotte de Petelaïla. La grotte de Petelaïla. Petelaïla. De Petelaïla. Merci beaucoup. Applaudissez, s'il vous plaît. Donc, sans plus tarder, on n'a pas assez de temps, nous allons parler de l'importance des sites préhistoriques, les vestiges préhistoriques ou qu'on appelle aujourd'hui les sites touristiques. La question que moi je me pose, vous les élèves, je sais que vous êtes mieux informés que moi. Selon vous, est-ce que ces sites préhistoriques, est-ce que ces vestiges de la préhistoire, est-ce que ces vestiges-là ont une quelconque importance pour le peuple guinéen? N'est-ce pas? Une fois arrivé, avant de rentrer, nous payons ici ce qu'on appelle une cotisation. Nous rentrons dedans, il y a ce qu'on appelle des guides. Ils vont nous guider autour du site et après nous allons revenir. Une fois que vous allez voir ces traces, vous rentrez chez vous, vous vous rendez compte que évidemment des hommes sont passés là. Ça rentre d'abord dans l'éducation et dans la formation des jeunes. Parce qu'un jeune qui ne connaît pas ici son passé, le passé de ses ancêtres, c'est un jeune déjà qui a perdu 50% de sa civilisation. Donc imaginez-moi, je me couche dans mon lit de 4 places, moi seul. Et après avoir été dans ces sites, je réfléchis. Je me dis, pendant que moi je suis là sur mon lit de 4 places, je me rappelle qu'au niveau de ces sites, il y avait nos ancêtres qui passaient peut-être la nuit là-bas, sans lit, peut-être même sans couverture. Donc, ça me permet ici de faire une prise de conscience. C'est bon? Et lorsque nous parlons également de l'économie, l'argent que nous collectons, ça rentre ici dans l'économie du pays. Parce que le problème le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, ces sites-là sont mal entretenus parce que les quotas qu'on donne ne rentrent pas dans l'entretien de ces sites. Donc, c'est une occasion pour nous de dire que l'argent collecté pour visiter les sites touristiques, nous allons ici faire ce qu'on appelle la sensibilisation afin que cet argent rentre évidemment dans l'entretien de ces sites pour préserver les lieux qui nous ont chers. C'est bon? D'accord. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à cette leçon, des inquiétudes, un passage non compris ou mal assimilé? Qui peut me dire ici la définition d'un vestige? Le vestige, c'est quoi? Vestige, c'est l'ensemble des traces laissées par nos ancêtres. Un vestige sont les empreintes ou les traces laissées, ou l'ensemble des traces laissées par nos anciens ancêtres, ou précisément dit les hommes préhistoriques. J'ai cité tout à l'heure quelques sites de ce pays. Est-ce qu'il y a des sites aussi dans les autres régions comme la Guinée forestière, la Haute-Guinée? Est-ce que vous pouvez en citer un peu? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, parce que vous avez cité pour Kakimbo, en plus la Moyenne-Guinée, est-ce qu'il y a des sites aussi dans les autres régions? La deuxième question, je veux savoir pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Ça, c'est une deuxième question, c'est que c'est sur ça que vous êtes en train d'évoluer. Et la troisième question, comment appelle-t-on les personnes ou les scientifiques qui nous relatent de ces faits historiques? Comment on les appelle scientifiquement? Je pense que je vais commencer par la troisième question. Vous avez demandé comment on appelle les hommes qui nous permettent de faire ces découvertes, ces traces. Il faut là déjà rappeler qu'en matière de l'histoire, il y a ce qu'on appelle les sources. Parmi ces sources, il y a les sources orales écrites et les sources archéologiques. Maintenant, pour aller ici faire des recherches,
afin de découvrir les traces des hommes préhistoriques, ce travail-là est confié aux hommes qu'on appelle les archéologues. Les archéologues, ce sont des gens, des historiens, qui ne se basent pas seulement que sur des sources orales, ni écrites. Ce sont des gens qui se déplacent pour aller sur le terrain afin de s'acquérir des réalités et trouver ce qu'on appelle des éléments de réponse fiables. Donc, on les appelle des archéologues. Merci. La deuxième question, je pense que là, il y a l'amalgame, parce que c'est une question qui a été posée depuis longtemps et que, comme on parle ici de la science elle est évolutive. Sa réponse peut peut-être varier de nos jours et du passé. Mais même moi, les cours que j'ai appris en 7e année, on me disait que l'Afrique est le berceau de l'humanité parce que le premier homme sur Terre a pour origine l'Afrique. Et là, en se référant sur les ossements de Lucie retrouvés en Éthiopie. Donc, à partir de ce moment, les archéologues ont dit, selon ce qu'on appelle les enquêtes, que ces ossements-là sont les ossements les plus anciens de tous les ossements préhistoriques. Donc, comme l'Éthiopie est un pays du continent africain, on a dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais de nos jours, avec l'évolution de la science, je me souviens que tout récemment en Asie, des ossements ont été retrouvés qui s'avèrent être plus anciens ici que les ossements de Lucie. Donc de nos jours, on ne peut pas à 100% dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais ça a été dit dans le temps. Ça change en fonction des découvertes des archéologues. Demain, peut-être, ça peut être l'Amérique. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le voyez sur la télévision nationale, c'est par ces cours d'histoire que nous allons fermer portes et fenêtres de cette grande émission. Je sais que vous avez trouvé du plaisir en compagnie de ce jeune professeur d'histoire qui nous a relaté des faits que certains d'entre vous-même avaient oubliés. Alors, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette grande émission. Merci, à la prochaine.